Salut, c'est Chevalier Chaka. Durant la saison hivernale 2022, l'anime My Dress Up Darling s'est bâti une réputation des plus élogieuses. Tiré du manga Sono Bisque Doll, ou Sexy Cosplay Doll en français, oui, ça en fait des titres, j'avoue avoir été pas mal interpellé par cette série, qui n'avait pourtant pas joui d'un tel engouement lors de son arrivée au format papier dans l'Hexagone. Elle semblait appréciée, mais sans non plus défrayer la chronique. Preuve que de nos jours, ce sont les animes qui font les best-sellers, alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Il suffit de voir un peu les multiples comparatifs de vente pré- et post-adaptation. Et la dite adaptation m'a d'autant plus interpellé que je n'ai pas cessé de voir des comparatifs sur les réseaux sociaux tournant en sa faveur avec une autre série, Rent a Girlfriend. Voilà une rom-com qui fait les choses bien, ce n'est pas aussi vulgaire. Forcément, je voulais comprendre pourquoi un tel acharnement sur un titre plutôt que l'autre. Quels étaient les points communs qui aboutissaient à ce comparatif et pourquoi il tournait toujours en la faveur de la même série. J'ai donc tout lu, tout vu. Alors forcément, j'ai tout compris. Bon, en réalité, non. J'ai rien compris. Et à la fin, je me suis surtout posé pas mal de questions. Alors installez-vous confortablement, on va discuter un petit moment. Ah, et si j'évite de dévoiler au maximum l'intrigue, les images utilisées et certains de mes exemples pour Rent a Girlfriend sont assez avancés. Donc si vous êtes sensible au spoil, votre route s'achève ici. Commençons par présenter nos deux adversaires. Dans le coin gauche, nous avons Kanojo Okarishimasu, mieux connu chez nous sous le titre Rent a Girlfriend. Comédie romantique écrite et dessinée par Reiji Miyajima depuis juillet 2017 et publiée dans le Weekly Shonen Magazine, qui comptabilise 25 tomes reliés à ce jour. L'histoire raconte la vie de Kazuya Kinoshita, jeune universitaire, qui, après s'être fait plaquer par la seule petite copine qu'il ait jamais eue, décide de faire appel au service d'une petite amie allouée, pour se remonter le moral. Désabusé par l'expérience, les circonstances vont l'obliger, lui et son âme sœur facturable, Chizuru Mizuhara, à continuer de jouer la comédie, pour qu'au fil du temps et des péripéties, ils finissent par développer de réels sentiments amoureux pour elle. Et à ma droite, Sono Bisque Doll, manga démarré en janvier 2018 sous la plume de Shinichi Fukuda et toujours en cours dans le Yungangan, avec un total de 9 volumes au moment de la vidéo. Là encore, une comédie romantique qui nous narre la rencontre entre Gojo Wakana, lycéen solitaire et passionné de poupées traditionnelles japonaises, avec Marin Kitagawa, camarade de classe ultra populaire, qui souhaite s'adonner à la passion du cosplay. Les deux vont alors collaborer de manière récurrente avant de finir par développer de réels sentiments amoureux. Donc oui, de loin on peut voir deux comédies romantiques avec des premiers rôles masculins peu à l'aise avec la gente féminine et qui vont être amenés à fréquenter la représentation de la femme idéale, selon eux. Et les deux séries ont eu le droit à une adaptation animée ayant fait exploser leur popularité. La première réalisée par Kazuo Mikoga pour TMS et la seconde sous la houlette de Keisuke Shinohara chez Cloverworks. Donc de très loin, on peut effectivement comparer les deux titres, ce que beaucoup ont fait. Alors permettez-moi de me faire plaisir aussi et d'en faire tout autant. Maintenant vous me connaissez, je n'aime pas faire durer les suspens de manière artificielle. Donc si vous voulez savoir qui est mon champion, c'est Rent a Girlfriend. Et pas d'une courte tête, plutôt largement. Pourtant j'ai bien vu dès la sortie de l'adaptation anime les critiques plus que virulentes à son égard. Postulat douteux, personnage principal répugnant, situation absurde, triangle amoureux cliché, rien ne semblait aller. Mais après visionnage et lecture du manga, eh bien, comme d'habitude certains vont dire, je n'étais absolument pas d'accord. Pour un shonen, et c'est important de le souligner, l'ensemble est effectivement cru, ne serait-ce qu'au niveau du personnage principal, mais qui justement sait toujours faire mouche et jouer de l'absurdité de ses situations pour offrir une comédie romantique prenante et souvent pertinente dans sa manière de personnaliser son héros. On est clairement face à l'un des héritiers les plus assumés des rom-coms des années 90, de Masakazu Katsura, en allant jusqu'à Rumiko Takahashi, en passant par Mizuki Kawashita. On retrouve des personnages faillibles, embourbés dans des situations qu'ils ne maîtrisent plus vraiment, et qui font ce qu'ils peuvent pour s'en dépêtrer. Or, plus ils se débattent, plus ils s'enfoncent. Et le fait que la plupart des protagonistes soient universitaires et non des lycéens implique forcément un rapport plus étroit avec la sexualité. Oui, le héros est intéressé par la chose, et ses pensées sont rarement chastes. Mais c'est tout simplement un comportement assez commun à cet âge. Or, voir un manga shonen aussi frontal sur ce thème est à mon sens un atout. Certes, en ce qui concerne l'intrigue, la mélodie jouée peut sembler un peu trop familière, mais l'exécution qui en est faite est particulièrement solide, encore plus d'un point de vue graphique, qui reste là encore proche des canons du genre, dans ses chara-design, mais qui est extrêmement maîtrisé, offrant des doubles pages splendides et très souvent chargées émotionnellement, si tant est qu'on soit réceptif au genre.
J'ajoute également un intérêt particulier du mangaka en ce qui concerne l'aspect fashion des personnages féminins, où celui-ci ne cesse de détailler de manière précise les tenues que portent ses héroïnes, qui sont nombreuses. Point qui peut sembler anecdotique, mais là encore, du fait que les personnages soient dans la vingtaine, on quitte l'habituel uniforme scolaire et on profite de les voir dans d'autres tenues de manière régulière. Ce qui, en plus d'apporter un renouvellement visuel régulier, permet encore un peu plus aux personnages, féminins on va pas se mentir, d'être mis en valeur d'une différente manière, que ce soit d'un point de vue sexy ou psychologique, puisqu'un personnage comme Chizuru n'exprime pas la même chose selon ce qu'elle porte. C'est explicitement dit par Kazuya. Pour tous ces aspects et bien d'autres encore, j'ai pleinement adhéré à Rent a Girlfriend. A contrario, Sono Bisque Doll, malgré sa réputation des plus flatteuses, avec son héroïne pratiquement propulsée comme la waifu de l'année 2022, jusqu'à ce qu'elle se fasse remplacer par une autre, puis une autre, a peiné à me convaincre tout du long. En manga comme en anime, la structure est finalement assez redondante. Marine veut faire un nouveau cosplay, Gojo le lui fabrique, moment un peu coquin, le spectateur/lecteur se dit qu'ils sont faits l'un pour l'autre, et qu'ils sont trop choux. Retour casse-départ, et on relance les dés. Quant à l'aspect cosplay du titre, c'est probablement ce qu'il y a de plus décevant. En dehors du premier costume, qui prend vraiment le temps de sa conception au résultat final, les autres sont rapidement expédiés et ne dévoilent pas vraiment les coulisses de cet univers. On reste en surface, avec une représentation assez rose bonbon du milieu. Tout le monde est gentil, les otakus sont sympathiques et très respectueux des jolies demoiselles dénudées. La rivale Loli derrière ses airs de tsundere est en fait une chic fille. Bref, tout ceci est quelque peu ronflant et manque d'enjeux dramatiques. Du moins, par rapport à ce que j'en attendais. Car nous le verrons un peu plus tard, mais ce n'est pas vraiment un défaut. Pour ce qui est de l'aspect technique, en anime, il est clair que Cloverworks tient la dragée haute à TMS, qui ne démérite pas pour autant, mais qui n'est pas aussi impressionnant. Par contre, niveau manga, c'est quelque peu différent. Les planches sont souvent dépouillées, sans doute dans le but de nous focaliser sur les personnages, mais ça affaiblit l'immersion du titre, qui semble un peu léger, avec un dessin qui manque souvent de finesse. C'est d'autant plus étonnant quand on sait que le manga est publié dans un bimensuel, alors que Kanojo dans un hebdomadaire. Néanmoins, Fukuda possède peut-être un trait plus marqué et plus original que Miyajima. C'est moins beau, mais c'est plus caractérisé et reconnaissable. Le dessin a donc un charme certain. Ça reste bien entendu à l'appréciation de chacun, mais Sono Bisque Doll est à mon avis moins ambitieux, et n'est pas non plus vraiment convaincant dans ce qu'il entreprend. Pourtant, le consensus est globalement unanime. My Dress Up Darling est une bien meilleure rom-com que Kanojo Okarishimasu, et les exemples sont concrets. L'argument le plus récurrent est en ce qui concerne l'écriture des personnages, avec l'un qui serait factuellement meilleur que l'autre, particulièrement en ce qui concerne les héros masculins. Kazuya est un type médiocre, qui ne fait que mentir et ne prend jamais aucun risque, doublé d'un esprit pervers. Alors que Gojo... Gojo est parfait. Or, un tel personnage rend l'identification assez compliquée. Déjà, le trait est particulièrement grossi. Kazuya n'est certes pas très courageux ni noble, mais comme tout bon héros de shonen, il tend à s'améliorer et sait entreprendre des actions de manière totalement désintéressée. Et contrairement à l'idée répandue, il est régulièrement prêt à endosser toutes les responsabilités de la situation afin de protéger Chizuru et d'en finir avec ce mensonge. À chaque fois, un rebondissement l'en empêche. On peut alors effectivement trouver la mécanique beaucoup trop répétitive. Mais d'une part, c'est un défaut inhérent à ce genre de récit avec un tel rythme de publication. Il faut entretenir le suspense en confrontant les personnages régulièrement. Forcément, plus les volumes passent, plus l'accumulation de ces situations peut paraître ridicule. Et d'autre part, je trouve que cela illustre bien une réalité, celle de ces mensonges qui sont à la base formulés sans réfléchir et qui s'inscrivent dans le temps, rendant le retour en arrière de plus en plus compliqué. Et dans le cas précis, c'est d'autant plus crédible que les deux personnages principaux ne savent pas comment s'y prendre pour s'en sortir. C'est un peu tout le sel du manga. Quant à sa perversité, eh bien, j'ignore si les détracteurs du titre sortent tous d'une retraite dans un monastère, mais il n'y a là encore rien de bien choquant. C'était déjà quelque chose qu'on retrouvait dans les rom-coms de l'époque, et comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le fanservice, c'est assez cohérent de la part d'une romance mettant en avant des personnages dont la libido est en pleine ébullition et l'imagination frivole, du simple fait que c'est de leur âge. Personnellement, ce genre de fantasme, j'en avais aussi, donc je me retrouve pas mal dans le protagoniste. Alors que Gojo semble tirer d'un rêve, gentil, timide, passionné, talentueux, serviable, grand et bien bâti, mais qui n'a jamais une idée déplacée. Un véritable boy scout. Et encore, un boy scout ne frôle sûrement pas à ce point la perfection. Ce qui semble-t-il est pour beaucoup la définition d'un personnage bien écrit.
Un modèle peut-être, mais une telle perfection aurait presque une certaine fadeur. La même chose peut être dit de Marine, qui est le portrait robot de la Joshi Kosei, mais finalement s'avère assez candide, fleur bleue, rêveuse et pleine de vie. Ils sont le couple parfait, au point que même les situations qui seraient considérées comme absurdes dans Kanojo sont ici qualifiées d'une grande finesse d'écriture. Ainsi, lorsqu'ils se retrouvent par erreur dans un love hotel et que Marine, par hasard, faisait l'essayage d'un cosplay de succube et qu'elle ne s'était, par inadvertance, pas rendu compte à quel point la tenue la dénudait. Aussi, lorsqu'ils font un shooting photo un peu provoquant, naïvement, et qu'ils entendent des bruits des plus suggestifs venant de la chambre d'à côté, ça fait, soudainement, prendre conscience à Gojo de l'érotisme de la situation, et que, chastement, cela lui fait avoir une érection, et donc, dans la panique, il saisit les hanches de Marine qui, par surprise, pousse un petit cri sexy et qui, par réflexe, lâche le téléphone qui, par hasard, en tombant, éteint la lumière, renforçant l'aspect intimiste de la situation. Eh bien, c'est considéré comme une bonne séquence. C'est bien écrit et c'est amené de manière parfaitement naturelle. Aucunement le genre de situation cousue de fil blanc qu'on retrouve dans un certain type de manga. Par contre, quand Kazuya a lui aussi une érection parce que la fille de ses rêves l'embrasse, non, là c'est vulgaire et peu crédible. C'est de la merde. Oui, c'est vraiment un comparatif que j'ai lu. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en vérité, comparer les deux titres de manière aussi directe n'a pas une grande pertinence. Kanojo ou Karishimasu est une rom-com dans la plus pure tradition du style, avec des quiproquos et des triangles amoureux, saupoudrés d'un peu de sexy. Sono Bisque Doll est finalement plus conçu comme un slice of life, et c'est en ça que sa construction répétitive et son manque d'enjeu narratif n'est finalement pas une faiblesse, c'est au demeurant un choix délibéré de la part du manga. Quant à son aspect sulfureux, il est affiché sans pudeur. Les deux ont beau raconter une romance, l'approche et le ton n'ont pas grand rapport entre eux. Il n'y a donc en vérité rien à comparer. Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que je l'ai vu faire, que c'est un peu ce qui m'a poussé à regarder et lire Sono Bisque Doll en premier lieu. Donc d'une certaine manière, ce comparatif m'a effectivement influencé. Et pas forcément de bonne manière, vu que j'aurais probablement mieux apprécié la série sans ça. Puis, ça me permet de parler de deux titres sans faire une vidéo pour chacun. Mais après l'avoir fait, je n'ai pas vraiment compris pourquoi un tel comparatif existait. Maintenant, je pense avoir une piste. Car il y a quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé. Sono Bisque Doll est un seinen ecchi. Et ça, une partie de son public semble avoir du mal à l'accepter. Parce que non, la séquence du Love Hotel n'est pas bien écrite et n'est autre qu'un bon vieux cliché de rom-com coquin. Tout comme la scène où Gojo rentre par erreur dans la salle de bain pour tomber nez à nez avec une loli totalement nue et digne de To Love Ru. Or, ce ne sont pas les seules situations de cet acabit. Et à ce niveau, certains font preuve de trésors d'inventivité pour défendre leur champion. Il n'y en a pas tant que ça, on n'y fait pas attention, l'anime en a rajouté et le manga est beaucoup plus soft. Sauf que c'est faux. Le manga est clairement adapté à la case près et l'anime n'invente rien ou presque. La différence tient simplement du fait que lorsqu'on lit un manga, à contrario d'un anime, on dicte le rythme. Libre à nous donc de passer rapidement sur les pages coquines pour se concentrer sur ce qui nous intéresse. Forcément, quand l'anime insiste 15 secondes sur l'entrejambe de l'héroïne, on peut difficilement l'ignorer. Mais tout ça, ce n'est pas juste un choix dégénéré de l'adaptation. Il ne fait que respecter la hiérarchie des informations qu'offre le manga. Aussi, quand Marine est montrée de manière dénudée en pleine page, c'est une façon pour le mangaka de souligner qu'il considère cet élément comme important. Que vous décidiez de détourner les yeux durant votre lecture, c'est votre droit absolu, et c'est un droit que possède chaque lecteur pour s'approprier une œuvre. Mais cela reste aussi une approche quelque peu biaisée lorsqu'on veut analyser les intentions de l'auteur. Donc non, Sono Bisque Doll, à contrario de son héroïne, ne se déguise pas et affiche très clairement ses racines érotiques. Reste alors l'ultime défense, l'homme de paille. Ne voulant pas affronter la réelle nature du titre qu'ils ont aimé, car c'est quelque chose qu'ils ont toujours condamné ailleurs, ce public a cherché à détourner l'attention. Ils ont donc choisi la première rom-com récente à succès qui est moralement plus discutable, et en ont fait leur bouc émissaire. Il y a du dénudé dans Sono Bisque Doll? Oui mais regardez, dans Rent a Girlfriend, il s'imagine coucher avec une fille. C'est sale! Marine est une ado de 15 ans qui joue à des érogués et veut faire un cosplay d'un des personnages aux tendances masochistes? Oui mais dans Rent a Girlfriend, Kazuya loue une petite amie. Il loue une petite amie! Scandale! Même si c'est quelque chose qui existe réellement, mais peu importe. On pourrait continuer longtemps, vous avez compris l'idée. Ce comparatif basé sur ce principe de qui fait pire que l'autre n'a que pour unique but de justifier son appréciation d'une œuvre, et surtout de ne pas être catalogué avec cette frange des otaku qu'on a toujours conspuée.
Vous savez, ceux qui postent leur collection et qui se font harceler parce que leurs photos ont une odeur. Mais en fait, les gens qui critiquent n'ont finalement que faire de leur cible. Leur but est surtout de démontrer qu'ils sont du bon côté de la barrière. Donc si vous avez été victime de ce genre de commentaires, rassurez-vous, au fond, c'est eux qui ne s'assument pas. Et si vous êtes de ceux qui ont proféré ce genre de commentaires mais qui ont aimé Sono Biscuit Doll, je vous dirais simplement, vous aimez juste une rom-com ecchi. Détendez-vous, il n'y a rien de mal à ça. Sauf que dire cela ne suffit pas, et venant de moi, défenseur d'ecchi et d'hentai devant l'éternel, j'imagine bien que mon avis n'a pas grande valeur à leurs yeux. Donc très certainement, si je vous dis qu'à un détail près, Sono Biscuit Doll est par essence l'enfant spirituel d'une autre série, considérée comme infecte, avec son héroïne lycéenne, belle à en être mannequin sur son temps libre, qui est populaire chez les garçons, fan d'héros gays, mais qui n'arrive pas à partager sa passion. Ah oui, mais dans Oreimo, son amoureux, c'est son frère. Du coup, c'est immoral. Un autre exemple, quand Nagatoro est sorti, nombreux sont ceux qui l'ont comparé à Takagi-san, dans le genre héros qui se fait persécuter par une fille. Sauf que là était un bon titre, mignon, innocent. L'autre, horreur, le mangaka dessiné avant du hentai lolicon. Il est forcément malsain, ça transpire dans ses pages. Et le héros tombe amoureux de la fille, c'est ridicule, bien évidemment, ce n'est pas le cas pour Takagi. Quant à la lubie du mangaka pour les petites filles, elle est parfaitement dénuée de toute arrière-pensée. Un peu comme Made in Abyss. Oups, qu'est-ce que j'ai dit là? Non, encore une fois, je ne juge rien. Bien au contraire, je m'en moque. Je dirais plutôt, il ne faut pas être dupe. Je l'ai déjà dit et je le répète, la culture otaku plonge ses racines dans l'indécence et dans l'absence de limites, pour le meilleur comme pour le pire. Et moi, je l'accepte. Je l'aime pour ça. Et vous? On pourrait presque appeler ça l'effet Mushoku. Si le héros nous renvoie à nos potentiels travers, il est conspué, même s'il ne fait finalement qu'appuyer là où ça fait mal. A contrario, celui trop beau pour être vrai est acclamé. Car peut-être qu'un peu naïvement, on s'imagine qu'à partir du moment où les personnages sont moralement purs, alors les situations perverses qu'ils vivent le sont également par défaut. Sauf que derrière ces personnages, il y a un auteur, qui camoufle peut-être ses pulsions, derrière un voile de vertu. Comprenez pour ma part que j'y vois surtout une certaine hypocrisie, et que je préfère largement les titres qui s'assument et qui s'affichent. Mais oui, c'est une vision forcément très personnelle. Que conclure alors de tout ça? Pas grand-chose en vérité. Plutôt un constat. La culture otaku touche un public de plus en plus grand, de plus en plus vaste, avec des profils toujours plus différents les uns des autres. De par ces différences, toujours plus marquées, il est finalement difficile pour une communauté qui se croyait harmonieuse, sans jamais l'avoir été, de continuer à faire vivre le statu quo qui voudrait que nous ayons finalement la même passion et qu'il faudrait que l'on soit soudés contre les vils détracteurs que représente le grand public. Sauf que cet ennemi commun n'est qu'une chimère. En vérité, nous l'avons déjà vu, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Car nous sommes trop nombreux pour continuer de croire que nous formons un tout. La culture otaku n'est pas un bloc uni, et l'érotisme a beau être un des piliers fondateurs de notre passion, une partie du public continuera de le rejeter, comme certains ne supporteront pas le virilisme exacerbé. Sauf qu'au lieu de rejeter ces gens comme ils nous rejettent, oui, vous regardez mes vidéos, vous aimez le ecchi, vivez avec. Peut-être faudrait-il chercher à aller plus loin quant aux mots qui rongent la communauté. Ou plutôt, les communautés. Mais ça, il vaut mieux voir ça une autre fois. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!